Bonjour mesdames et messieurs, samedi 2 février, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. Hier, vendredi 1er février, la première dame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, a visité le centre d'accueil à Mépou-Yopougon. La première dame y a fait d'importants dons aux membres de la coalition des organisations des femmes vivant avec le VIH. Vous le verrez en tout début de journal. La Cour pénale internationale a ordonné la libération sous condition de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et parmi les conditions figure l'obligation pour Laurent Gbagbo et Blé Goudé de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Les Vénézuéliens sont appelés à descendre dans la rue ce samedi. Une nouvelle manifestation organisée à l'appel du président autoproclamé Juan Guaidó, qui espère qu'elle sera la plus grande marche du Venezuela et de l'histoire du continent. Les pro-Maduro, eux aussi, seront dans les rues de Caracas ce samedi. La première dame de Côte d'Ivoire était hier à Yopougon, au centre à Mépou, un centre d'accueil des femmes vivant avec le VIH-Sida. En effectuant cette visite, Dominique Ouattara, par ailleurs ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, entend apporter son soutien à la lutte contre la pandémie, notamment l'élimination de la transmission mère-enfant. Elle a également fait d'importants dons aux membres de la coalition des organisations des femmes vivant avec le VIH. Retour sur cette visite pleine d'émotion et de chaleur avec Jérôme Kofi Abola. La première dame à Yopougon ce vendredi, précisément dans le centre qui porte désormais son nom, Centre à Mépou Dominique Ouattara. Elle s'y est rendue pour apporter soutien et réconfort aux pensionnaires du dit centre, c'est-à-dire des femmes vivant avec le VIH. Lorsqu'elle arrive sur le coup de 11 h, c'est une marée de personnes visiblement heureuses qui l'accueillent, l'obligeant ainsi à prendre un bain de foule. Heureux aussi, le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné. Dans son allocution de bienvenue, il indique que c'est un honneur à sa commune avec cette visite de l'épouse du chef de l'État, la première qu'elle effectue en cette année 2019. Heureuse également la directrice du centre. Pour elle, les femmes, notamment celles vivant avec le VIH, n'ont plus rien à craindre vu que le soutien de la première dame ne leur fait pas défaut. Maman, merci. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de vous voir. Je voudrais profiter pour louer votre engagement. Vous êtes une femme au grand cœur. Votre engagement nous rassure. Vous, à nos côtés, nous n'avons peur de rien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de la directrice pays de l'ONU-SIDA, a salué les actions de la première dame en matière de lutte contre le sida, faisant d'elle ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Il a par ailleurs indiqué que c'est grâce à elle que le rôle du gouvernement en cette matière est aujourd'hui payant. La situation du VIH en Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée. Notre pays, qui a enregistré un progrès de plus de 6% concernant les données de la PTM, est logé dans le groupe des pays ayant une progression certes lente, mais vers l'atteinte des objectifs de 2020. Même si nous ne figurons pas encore dans le groupe de pays ayant une progression rapide vers l'atteinte des objectifs de 2020, tel le Cap-Vert, il n'en demeure pas moins, Madame la Première Dame, que la place de notre pays reste largement honorable par rapport à celle des pays qui connaissent une régression et qui doivent mettre en place des stratégies innovantes et vigoureuses. En réalité, Madame la Première Dame, c'est à vous que nous devons ces résultats. En s'adressant à ses sœurs, la première dame affirme que leur combat est aussi son combat et que rien ne peut ébranler sa détermination pour ce qui est de son soutien sans faille. Mes chères sœurs, en tant que femme, en tant que mère et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, votre combat pour la vie et pour le bien-être de vos familles est aussi le mien. C'est pourquoi le plaidoyer que je fais sur toutes les tribunes internationales, chaque fois que l'occasion m'est offerte, est celui de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de lutte contre le sida pédiatrique. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel afin que chacun de vous persévère dans ses actions pour mettre fin au sida dans nos pays.
car c'est tous ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie et à éradiquer définitivement cette maladie de nos sociétés. Pour ma part, mes chères sœurs, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter mon soutien. Comme lors de chaque déplacement, la visite de la Première Dame au centre Amepoul a été pour apporter du baume au cœur de ses hôtes. Plusieurs présents à son actif, évalués à environ 57 millions de nos francs, y compris les 20 millions de francs CFA ayant servi aux travaux de réhabilitation et à l'équipement des bureaux du centre Amepoul. La joie aussi était au rendez-vous à l'occasion de cette visite. Les artistes invités ont valablement contribué à égayer toutes les personnalités présentes qu'ils ont fait chanter et danser sans exception. Je vous le disais en titre, la Cour pénale internationale a décidé hier vendredi la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'ancien président ivoirien et l'ex-leader des Jeunes Patriotes ont été acquittés le 15 janvier de crimes contre l'humanité commis lors des violences post-électorales de 2010-2011. La Chambre d'appel a tranché en faveur d'une liberté très restrictive. Herman Guivet. Le verdict de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale pour le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé connu depuis ce vendredi. La liberté sous condition pour les deux ex-prévenus. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé quittent donc l'AS sous condition. Si l'on ignorait tout de ces conditions au moment du verdict, on en sait un peu plus désormais. Au nombre de ces conditions, obligation pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de pointer une fois par semaine auprès des autorités de leur pays de résidence. Leurs mouvements seront restreints au sein des municipalités des pays qui les accueillent. Aucun déplacement à l'étranger ne peut se faire sans une autorisation préalable de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo devra remettre son passeport au greffe. Interdiction pour eux d'avoir quelques contacts avec des témoins du procès. Interdiction également pour eux de s'exprimer sur cette affaire auprès des médias. En cas de non-respect de cette décision, la Chambre d'appel se donne le droit de réviser ses conditions de libération. Des conditions de remise en liberté que la Cour pourrait réaménager tous les 6 mois. La Belgique a accepté d'accueillir sur son sol l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Pour ce qui concerne Charles Blé Goudé, pas encore de confirmation sur sa nouvelle destination. Des requêtes déposées par le greffe auprès de plusieurs pays au sein de l'Union européenne sont en attente de confirmation. Laurent Gbagbo aura passé 7 ans à la Cour pénale internationale, presque 5 ans pour Charles Blé Goudé, avant cette décision de mise en liberté sous condition prononcée par les juges de la Chambre d'appel. Ils sont enfin dehors, en liberté, rendons gloire à Dieu. Leur retour au pays suivra sûrement. Ces mots sont de Simone Eivé Gbagbo, l'ancienne première dame, les a prononcés sur les médias sociaux. Mamadou Touré, lui, a réagi au micro de notre reporter Issa Yeo. Il s'exprime au nom du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. On l'écoute. Il s'agit d'une décision de justice. Nous n'avons pas l'habitude de commenter les décisions de justice. Donc, sur la décision qui a été rendue, aucun commentaire particulier. Nous prenons note de cette énième décision de la Cour pénale internationale. Je vous propose maintenant d'écouter Fatou Bensouda, la procureure générale de la Cour pénale internationale. Nous prenons acte de la décision de la Chambre d'appel. L'accusation était disposée à accepter la mise en liberté sur certaines conditions. Il s'agit de veiller à ce que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se représentent devant la Cour si leur procès devait se poursuivre. L'accusation peut toujours faire appel de la décision du 15 janvier d'acquitter M. Gbagbo et Blé Goudé de graves accusations portées contre eux. À ce stade, l'équipe de l'accusation attend toujours que les juges de la Chambre de première instance communiquent leur décision écrite, accompagnée des motifs juridiques justifiant leur décision d'acquittement. Ce n'est qu'après un examen et une analyse approfondie de ces motifs que mon bureau va décider ou non d'interjeter appel.
Et cette décision de libération sous condition est diversement appréciée par les Ivoiriens selon la sensibilité politique. Nos reporters ont sillonné hier plusieurs communes d'Abidjan à l'annonce de la décision, notamment Yopougon et Abobo, où a régné un calme plat sans manifestation comme dans tout le district d'Abidjan. Voilà pour le chapitre consacré à la libération sous condition de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Le reste de l'actualité à présent. Hier vendredi, les 40 lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent édition 2018 ont reçu leur chèque des mains de Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la République, représentant le chef de l'État. Témoignage Ahmed Traoré et Francis Boifou. Sur les 909 postulants au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, 40 ont réceptionné leur chèque de façon symbolique. C'est une initiative du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Le super prix est revenu à Aboua Boua Fabrice. Le projet que nous avons présenté, c'est le recyclage et la transformation des déchets liquides de manioc pour produire de l'alcool médical. Ce projet nous a pris 2 ans d'études. Le gouverneur du district d'Abidjan rappelle les objectifs de ce prix. Ces jeunes nous donnent des leçons de vie. Pour les aider, nous avons instauré un système de coaching, d'encadrement, soutenu par des cours dits de développement personnel et de psychologie d'entreprise. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le chef de l'État à cette cérémonie. Il se félicite de l'engouement que suscite le prix Alassane Ouattara. La question de l'emploi, le taux d'emploi de ces jeunes constitue, si elle n'est pas traitée énergiquement et efficacement et rapidement, non seulement un des sujets de préoccupation face au péril migratoire, mais aussi un facteur de déstabilisation interne compte tenu du poids prépondérant de la population jeune dans la structure démographique de nos États. À raison donc de ce défi important, il nous faut favoriser l'essor d'un secteur privé compétitif et pourvoyeur d'emplois. Actuellement, vous savez, c'est l'Asie qui tire la croissance dans le monde. Et pas plus tard que dans 15-20 ans, c'est bien l'Afrique qui va tirer donc la croissance dans le monde. Je vous ai dit tantôt, la croissance est de 4,3% en Afrique, elle est de 2,8% au niveau mondial. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 5e édition. 140 jeunes ont bénéficié d'environ 800 millions de francs CFA et ont pu créer plus de 600 emplois directs. Quelles sont les problématiques du foncier et de l'habitat en Côte d'Ivoire? Quels sont les chantiers en cours en cette année 2019 pour le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme? C'est entre autres pour répondre à ces interrogations que le ministre Bruno Nabagné-Koné a invité les journalistes jeudi dernier pour un moment de partage et d'échange. Cheikh Koné et Alvorassa y étaient pour RTI. 6 mois après sa nomination à la tête du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, l'heure n'est pas encore au bilan de ses actions, s'est défendu Bruno Koné devant les journalistes. Toutefois, pour ce qui est des axes stratégiques de développement des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme, Bruno Koné a annoncé des réformes et des actions prioritaires pour 2019. C'est réduire les tracasseries auxquelles font face les usagers de nos services. C'est redonner à l'ACD une force et une intégrité juridique qui en referont un élément de facilitation et de sécurisation des transactions en matière foncière. Pour Bruno Koné, l'un des handicaps du marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire demeure le faible taux de crédit accordé aux particuliers par les banques. Ce taux atteint à ce jour 6%. Dans un pays comme le Maroc, c'est 60% du crédit octroyé aux particuliers. Vous voyez donc, l'écart est très grand. Et qu'est-ce qui fait la différence? L'absence de financement, tout simplement parce que les financiers et les banquiers n'ont pas confiance dans les mécanismes qui sont en place, dans les outils qui sont en place. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rappelé que la mise en œuvre d'une politique de logement efficace est liée à l'existence d'une régulation pertinente du marché. C'est pourquoi il a insisté sur le maintien de la mesure de paiement de 2 mois d'avance et de caution pour la location d'un bien immobilier.
Au niveau du foncier, il a révélé la délivrance de 3000 ACD sur les 5 dernières années. Pour lui, l'un des chantiers majeurs de son administration sera de moderniser, simplifier et sécuriser les titres de propriété grâce à des technologies et des procédures innovantes. Un important travail a été entamé à travers notamment l'élaboration des schémas directeurs de la simplification et de la transformation digitale du foncier urbain. Nous avons l'ambition de mettre en place avec les autres acteurs un référentiel national unique. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est prêté aux questions des journalistes. Échanges qui ont permis à Bruno Koné de souligner la nécessité pour lui de travailler pour faire évoluer positivement l'image de ce ministère en facilitant les démarches des usagers de ses services. Notons que plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment le recrutement de promoteurs étrangers disposant de capacités techniques et financières de production de masse de logements afin de donner un coup d'accélérateur au programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Autre lieu, autre membre du gouvernement, dans le même style grand oral. Amédée Kofi Kwaku, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, et dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, a donné des explications sur l'entretien, le bitumage et la commercialisation des routes. Ces propos ont été recueillis par Francis Boifou. Doit-on commercialiser certaines routes en Côte d'Ivoire? La question a fait l'objet d'échanges entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et les journalistes. Dans tous les pays du monde où le réseau routier se développe, les routes sont à péage. Vous allez à côté de nous au Ghana, presque toutes les routes sont à péage. Au Togo, c'est à péage, au Bénin, c'est à péage. C'est en Côte d'Ivoire que nous avons très peu de routes à péage. L'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour entretenir toutes les routes, donc ce sont des pistes à envisager, de sorte à avoir des ressources. Le 4e pont serait à péage. Normalement, c'est un pont à péage. Il faudrait qu'on puisse avoir des ressources pour pouvoir entretenir la route. Chaque année, c'est environ 275 milliards de francs CFA que le gouvernement décaisse pour entretenir les routes, selon le ministre Amédée Kofi Kwaku. Il a ajouté que le bitumage d'1 kilomètre de route coûte entre 500 et 600 millions de francs CFA pour une durée de vie de 15 ans. Évidemment, si vous voulez construire une route pour 50 ans, vous allez utiliser des matériaux très, très, très nobles. Vous allez être à 1,4 milliard ou à 1,5 milliard du kilomètre. Dans certains pays, ils le font. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir des ressources pour le faire? On préfère faire des routes qui vont avoir des durées de vie d'environ 15 ans, mais en espérant qu'avant les 15 ans, on va avoir des ressources pour pouvoir donc venir renforcer. Mais au moins, pendant 15 ans, ça nous permet donc de construire des routes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Mais si on va faire des routes de luxe, des routes qui vont avoir des durées de vie très longues, on ne pourra servir que très peu de régions, alors que les attentes sont nombreuses dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. La côtière est finie dans les années 91-92. C'est des routes qui ont été construites pour 10-15 ans. Évidemment, nous avons largement dépassé la durée de vie de ces routes-là. Mais à cause de la crise qu'a connue notre pays, cette route n'a pas été entretenue comme il faut. Ce que le gouvernement a prévu, c'est de faire carrément une autoroute. L'entretien, la réhabilitation, le bitumage des voies s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Plusieurs projets en cours à travers le pays avec un accent particulier sur le développement des infrastructures routières à Abidjan et banlieue, des ponts et des échangeurs. La construction du 4e pont d'Abidjan, qui va partir de Yopougon et venir au carrefour de l'Indénié. Le pont de Cocody, c'est un pont à Auban, c'est le pont avec les câbles, c'est un pont aubanais. Donc, qui va permettre d'aller vers la cathédrale et d'arriver directement sur Saint-Jean. On va faire un périphérique à Abidjan, qui s'appelle la Y4. Alors, vous voyez au niveau de boulevard Mitterrand, il va y avoir un échangeur là. Donc, cette voie va contourner pour aller se raccorder vers le stade de Bipé, le stade olympique qu'on est en train de construire. On a environ 24 km. Du stade de Bempé, on a 12 km pour arriver au PK24. Et du PK24, on a environ 16 km pour arriver au niveau de Songo, donc à Fou-Jacquesville. Si vous sortez d'Abidjan, vous voulez aller vers Adzopé, vers le stade de Bempé, donc vers la prison civile, on va dédoubler la voie, donc ce sera 2 fois 3 voies, avec deux échangeurs, un au niveau de la zone industrielle, un autre au niveau de Ndotré, pour permettre donc d'aller plus rapidement vers l'est. Lorsque vous devez aller à l'ouest du côté de Songo, nous avons aussi
une autoroute qui est prévue jusqu'à Songon. Sur le boulevard Mitterrand, lorsque vous êtes au niveau de l'école de police, tous les soirs, vous avez des problèmes de congestion énormes. Donc, avec l'appui du gouvernement du Japon, nous allons mettre un échangeur au niveau donc, de l'école de police. Quand vous passez la Riviera 2, aujourd'hui, on a fait l'échangeur de la Riviera 2. Lorsque vous passez la Riviera 2, tout de suite, vous êtes coincé à la Riviera 3. Donc, il y a un échangeur qui va être fait à la Riviera 3. Après, au niveau de la Palmeraie, vous êtes encore coincé, un autre échangeur va être fait là. Après, vous allez tomber sur l'échangeur de la Y4, donc de la voie de contournement. Et juste après, on est en train de prévoir un autre échangeur au niveau du carrefour Abata. Objectif, faciliter la mobilité des populations et créer surtout des conditions pour les investissements. À l'intérieur du pays, 500 milliards de francs CFA sont prévus sur la période 2016-2020 pour l'entretien des pistes rurales. C'est dit l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Et les avantages de la loi d'orientation du transport intérieur et de l'inscription au registre des transporteurs étaient cette semaine au cœur d'échanges entre la plateforme des transporteurs et le centre de gestion intégré. On en sait plus avec Cheikh Koné Aboubakar. L'objectif de cette rencontre d'échange est d'informer et de sensibiliser les acteurs des transports sur les avantages liés à l'inscription au registre des transporteurs ainsi que la détention de la carte de transporteur. Lorsque vous menez une activité, vous avez besoin d'avoir un document qui prouve effectivement que vous êtes un professionnel du secteur. Les commerçants aujourd'hui ont leur carte et la carte d'identité du transporteur, c'est donc sa carte de transporteur. À partir du moment où donc, il s'inscrit dans ce registre-là, il est détenteur d'une carte de transporteur qui est biométrique et qui est donc liée au représentant légal de cette entreprise. L'inscription au registre des transporteurs et la carte de transport sont deux processus consécutifs à la loi d'orientation du transport intérieur. Une loi dont le but est d'adapter la législation ivoirienne en matière de transport intérieur aux règles de l'OHADA, ainsi qu'aux normes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ces avantages sont entre autres la réduction des coûts de prestations de transport, la célérité dans l'obtention des documents de transport et la fluidité routière. Cette base de données que nous sommes en train de consolider va permettre déjà d'identifier quels sont les véritables acteurs du secteur, de les profiler, d'avoir également donc, une visibilité sur leurs outils de travail, donc, notamment les véhicules. Dans le processus d'amélioration de la qualité de ces services aux usagers, Ibrahim Koné a annoncé un projet de dématérialisation de ces procédures. La régulation du monde des transports en Côte d'Ivoire est donc une préoccupation pour le gouvernement qui a décidé de créer divers organes pour une meilleure administration du secteur. L'initiative réjouit les transporteurs. Pour eux, la mise sur pied de ces institutions va permettre d'assainir leur milieu en proie au désordre. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Deux organes administratifs pour mettre fin au désordre dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Le Grand Abidjan Mobilité et l'Autorité de régulation du transport intérieur. Ces mesures gouvernementales plutôt bien accueillies dans les milieux des transporteurs ivoiriens. Nous souhaitons que l'autorité soit mise en place le plus tôt possible et que sa mise en place effective ne prenne pas de temps. Parce que les transporteurs routiers en ont besoin, les usagers du transport en ont besoin, les opérateurs économiques qui sont dans le secteur du transport en ont besoin, parce que la question de l'ordre qui doit régir tous les secteurs d'activité est une question vitale pour tous. La future autorité organisatrice de la mobilité urbaine du Grand Abidjan sera un organe opérationnel chargé, entre autres, des autorisations de transport et de l'imposition de sanctions contre les acteurs qui violent la réglementation en vigueur. Quant à l'autorité de régulation du transport intérieur, elle devrait venir à bout de la corruption en intégrant aussi le règlement des litiges en premier ressort. Ces autorités-là viennent pour régler les problèmes ciblés. Ce qui est bon dans la création de ces autorités, c'est qu'elles auront un caractère autonome. Ça veut dire que ceux qui dirigent, les fonctionnaires qui vont diriger cette autorité, c'est comme les juges. Ils seront comme des juges. On ne donne pas des instructions à un magistrat. Il a le dossier et il le juge. Donc on ne peut pas les influencer.
Il faut noter que l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine du Grand Abidjan sera mise en place pour la capitale économique. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ce sont les collectivités décentralisées qui continueront d'assurer la régulation aux côtés des centres de gestion intégrés du ministère des Transports. En matière de salubrité également, le gouvernement a fait d'énormes efforts. Rien qu'en 2018, on peut noter entre autres la construction du centre d'enfouissement technique de Kosiouin, la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et le lancement de la nouvelle politique de gestion des déchets dans le district d'Abidjan. Anoloto a fait le point de ses acquis au micro de Grace Kando. La gestion générale de la salubrité. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité présente les acquis de son département ministériel au titre de l'année 2018. Selon Anne-Désirée Ouloto, beaucoup a été fait dans les secteurs des déchets et de l'assainissement. L'actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district autonome d'Abidjan est achevée et adoptée par le gouvernement. Un soutien de la Banque mondiale est attendu pour l'organisation d'une table ronde des bailleurs afin de mobiliser des ressources en vue de la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement relativement à la poursuite du projet du bassin versant du Gourou, dont un prêt également de 29 milliards de francs CFA a été signé avec la BOAD. Dans le domaine de la salubrité, l'on note la réforme et la modernisation du secteur des déchets avec la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et la construction du Centre de valorisation et d'enfouissement technique pour une élimination écologiquement rationnelle des déchets. 2019 s'ouvre également avec de nouvelles perspectives pour le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Il s'agira de renforcer le cadre législatif et réglementaire, l'information, la formation et la sensibilisation des populations, le renforcement du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de nos actions, l'amélioration de la politique de gestion des déchets, de la lutte contre les nuisances et de l'accès à un système d'assainissement et de drainage amélioré en milieu urbain et rural. Pour relever tous ces défis, la ministre Anne-Désirée Ouloto exhorte ses collaborateurs à plus d'engagement et d'ardeur au travail. On évoque à présent la rencontre initiée par l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, une organisation spécialisée dans la professionnalisation du métier d'administrateur à travers des formations de haut niveau adaptées au contexte de l'UEMOA. L'objectif à long terme, c'est de créer une base de données regroupant des administrateurs de qualité au service des sociétés. Reportage. Le premier programme de certification des administrateurs de sociétés de la zone UEMOA vient d'être créé. C'est une initiative de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI. Cette certification vise la professionnalisation du métier d'administrateur de société. Un administrateur, c'est celui qui, avec ses pairs, donne les grandes lignes de la marche d'une entreprise, donne la vision de l'entreprise, donne des directives à la direction générale qui, elle, traduit en actes ces directives-là. Et l'administrateur doit s'assurer d'abord de la mise en œuvre et il doit contrôler à la base les résultats. L'INADSI entend mettre en place un vivier d'administrateurs de société capables d'optimiser leur présence au sein des conseils d'administration, d'œuvrer à la performance et à la pérennité des entreprises publiques et privées à la disposition des États, des investisseurs et des bailleurs de fonds. Notre objectif, c'est d'apprendre aux administrateurs quel est leur rôle, quelles sont leurs missions, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être utiles à l'entreprise, pour apporter la valeur ajoutée et surtout garantir la durabilité de l'entreprise au profit de toutes les parties prenantes. Gage de pérennisation du mécanisme de gouvernance, la certification des administrateurs de société CAS a une dimension internationale. Si toutes les entreprises se portent bien, vous verrez que le taux de chômage, par exemple, va diminuer et cette création de richesse-là emmène quelque chose, permet au pays d'avoir un PIB élevé. L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de la Bourse régionale des valeurs mobilières, PRVM, et de certaines universités internationales. Il est important que les administrateurs non seulement
soient formés, mais il faut qu'ils soient compétents, qu'ils épousent un certain nombre de règles d'éthique, de transparence et de responsabilité sociétale pour bien faire fonctionner la société. Aujourd'hui, les entreprises font face à des défis très complexes. Donc, c'est important d'avoir un corps d'administrateurs qui peut bien comprendre tous les enjeux dans leur globalité et qui peuvent travailler ensemble aussi pour améliorer la gouvernance des sociétés. Le certificat des administrateurs de société est l'unique programme universitaire en gouvernance de société de l'espace UEMOA. Je vous le disais en titre, le Venezuela se prépare à 2 manifestations ce samedi 2 février. La première, convoquée par l'opposition, plus mobilisée que jamais depuis l'autoproclamation en tant que président par intérim de Juan Guaido le 23 janvier dernier. La seconde, par Nicolás Maduro, ne se tiendra qu'à Caracas. L'opposition va essayer de transformer l'essai après l'immense mobilisation de la semaine dernière. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end sur RTI 1 et sur RTI.ci.